Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes très nombreux aujourd'hui, donc on est très contente. Je me présente, je suis Faustine Tillard, je travaille chez Movidis et je m'occupe en particulier de la bibliothèque numérique accessible Sondo. Et on a décidé de mettre en place un cycle de webinaires autour des élèves à besoins éducatifs particuliers, puisqu'on rencontre beaucoup de gens très intéressants dans le cadre justement de la bibliothèque Sondo, et notamment Isabelle ici présente. Et du coup, on s'est dit que ce serait intéressant de partager un petit peu les points de vue, les savoirs de chacun avec tout le monde pour essayer d'améliorer l'accueil justement de ces élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc aujourd'hui, j'ai laissé la parole à Isabelle qui a plein de choses très intéressantes à nous raconter, que vous connaissez déjà pour certains, pour beaucoup je pense. Donc Isabelle, je t'en prie. Merci Faustine, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire et je voudrais commencer par vous remercier de toutes ces inscriptions qui sont arrivées au cours des derniers jours. Je voudrais aussi saluer toutes les personnes que je croise sur Twitter ou dans la vraie vie. Ça me fait vraiment très plaisir d'être en direct avec vous tous aujourd'hui. Je pense à Fabienne, je pense à Marie-Pierre, je pense à Marie, je pense à Karine, je pense à Sandrine, je pense à beaucoup d'entre vous. C'est ça la magie de Twitter, c'est ça la magie des réseaux sociaux, c'est les utiliser à bon escient pour grandir personnellement. Vous m'aidez tous à grandir, donc merci beaucoup d'être là. Donc, je vais commencer très rapidement par me présenter. Donc, bien sûr, Isabelle sur Twitter, mais dans la vraie vie, je m'appelle Isabelle Ducot-Philippi. Je suis professeure de lettres classiques depuis 1986. Je suis aussi une enseignante spécialisée et donc je suis en poste dans un collège de Seine-et-Marne. Je n'ai pas que des missions d'enseignement, je suis aussi formatrice en maîtrise de la langue et puis formatrice pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, ceci dans l'Académie de Créteil. Donc, j'ai une expertise toute particulière sur les troubles spécifiques du langage et des apprentissages, et c'est cela qui a conduit la société Mobidis à me solliciter. Et je dois dire que Faustine, en m'appelant, m'a dit « Alors Isabelle, tu aimerais parler de quoi ?» Et j'ai tout de suite pensé à la différenciation pédagogique parce que c'est une des problématiques qui suscite le plus de malentendus, le plus d'interrogations, le plus d'attentes de la part des enseignants. Et donc, j'ai eu envie de clarifier le concept en vous parlant de ma propre pratique de la pédagogie différenciée. Alors, je vais vous parler de cette approche pédagogique. Je vais vous en proposer une définition qui est nourrie, je l'espère, d'une solide connaissance académique. Mais je vais aussi vous parler de ce que je fais. Donc, il va y avoir une partie personnelle dans ce webinaire. Bien sûr, je n'ai pas la prétention de résoudre tous les problèmes et de parler de la différenciation pédagogique comme un spécialiste, un pédagogue, un grand pédagogue pourrait le faire. Je ne vais pas non plus de donner de recettes toutes faites. Je suis professeure de français, je travaille en collège, donc je n'irai pas parler de ce que l'on peut faire dans une classe de CP en différenciation pédagogique, ni de ce que l'on peut faire en maths au lycée. Tout ce que je peux faire, c'est de dresser les grandes lignes de ce qu'est la différenciation pédagogique. Et je ne donnerai non plus pas de recette parce que nous sommes dans un métier où il n'y a pas de recette. Bien évidemment, notre métier, vous le savez encore plus que moi, c'est celui de l'artisan qui, tous les jours, fait et défait l'ouvrage avec les élèves, avec ce qui est en jeu dans la classe. Je crois que chacun d'entre nous, dans la classe, nous sommes à la manœuvre, nous avons notre contexte particulier, nous construisons ce que j'appelle le grand œuvre de l'éducation et dans ce travail-là, il n'y a pas
de recettes. Donc, voilà pour les présentations. Peut-être que tu peux nous présenter un petit peu le déroulé du webinaire, et je voulais juste ajouter aussi une petite précision. Il y a le chat, vous l'avez bien trouvé puisque tout le monde nous a dit bonjour. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on y répondra probablement plutôt à la fin. Enfin, moi, non, mais Isabelle. Voilà, je pense qu'il y a plein de choses à dire aujourd'hui, donc on va garder les questions pour la fin, et il y aura peut-être des réponses en cours de route de toute façon qui seront apportées. Merci Faustine. Alors, j'ai prévu un temps de parole de 45 minutes environ. J'ai choisi de découper ce temps de parole en 4 parties. Je vais d'abord évoquer avec vous les enjeux de la pédagogie différenciée. Pourquoi, en 2 mots, hein, pourquoi la pédagogie différenciée? Pourquoi est-ce qu'on en est venu à cette approche? En quoi s'impose-t-elle peut-être au vu des configurations de classe que nous éprouvons dans nos établissements? Donc, une première partie sur les enjeux. Ensuite, je dirais ce que la pédagogie différenciée n'est pas, parce qu'il subsiste encore un certain nombre de représentations erronées, ces représentations erronées sont un frein à la mise en place de la pédagogie différenciée. Si on fait une erreur sur ce que c'est, si on pense, comme je l'ai dit dans mon tweet de lancement, que c'est préparer 28 cours pour 28 élèves différents, eh bien, c'est tout simplement impossible et on ne le fait pas. Donc, dans cette seconde partie, je vais déconstruire finalement les mauvaises représentations de la pédagogie différenciée. Évidemment, la suite logique, c'est de dire, alors ensuite, de quoi s'agit-il? Quand on parle de pédagogie différenciée, de quoi parle-t-on? Donc, je vous proposerai une définition qui fait consensus sur le sujet, et cette définition, elle peut nous servir de fondation pour élaborer les pratiques dans la classe. Et puis, je vais terminer sur une quatrième partie avec une description de ce que je mets en œuvre dans mes classes avec mes propres élèves au collège. Tout au long de cette prise de parole, je tenterai de donner le plus d'exemples possible. J'ai dit que j'allais parler de façon concrète, donc j'espère le faire. De toute façon, n'hésitez pas à poser dans le chat les questions, et à la suite de cette intervention, je répondrai du mieux que je peux aux questions. Encore une fois, avec beaucoup d'humilité. Je suis ici au même titre que vous, nous sommes entre pairs. Je ne viens pas donner de leçons sur la pédagogie différenciée. Je viens partager avec vous une expérience, mes réussites, mais aussi mes difficultés. J'en ai. Donc, voilà, je n'hésiterai pas à rester très modeste dans mes réponses. Donc, 4 parties et ensuite un chat. Donc, on va peut-être commencer avec la première partie, si vous le voulez bien. Et donc, je voudrais parler d'un état des lieux de ce qui constitue l'ordinaire de la classe d'aujourd'hui. Je crois que tous les enseignants qui sont ici, et nous sommes très nombreux, nous faisons tous le constat de la même situation, à savoir une extrême hétérogénéité dans nos classes. Et souvent, nous en faisons un frein à la fluidité de ce que nous aimerions mettre en place quand nous enseignons. L'hétérogénéité est mal vécue, elle est un obstacle, souvent, nous le pensons, à notre pédagogie. Alors, cette hétérogénéité, elle se donne à voir comme une diversité chez nos élèves, une diversité en termes d'acquis, bien sûr, de niveau, de maîtrise des compétences, de compréhension des contenus, d'appétence pour ces contenus, de motivation pour ces contenus, de rythme d'apprentissage. Ça, c'est ce que nous constatons aujourd'hui.
Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Parfois, on a la nostalgie du ah, dans le bon vieux temps, c'était pas comme ça. Je pourrais avoir cette nostalgie moi-même. J'ai commencé dans le métier en 1986, donc il y a 34 ans maintenant. Mais en fait, quand je reviens sur mes premières années, cette hétérogénéité, elle existait déjà et elle a été formalisée, cette diversité, par Robert Burns en 1972, qui a fait un résumé que tout le monde connaît, qui est resté assez fameux, mais c'est pour ça que j'ai voulu le remettre ici. Il a formalisé l'idée que les élèves étaient tous différents face au système scolaire. Donc bien sûr, il a évoqué le rythme d'apprentissage, la motivation, l'appétence pour l'école, les différences de stratégie de faire. En fait, qu'est-ce qu'il a fait Robert Burns? Il a mis sous la lumière du projecteur le fait que la classe était finalement un microcosme qui ne faisait que refléter la diversité humaine. Alors, certains me disent, oui, mais quand même, dans les classes de niveau, il y a moins d'hétérogénéité. Je crois que c'est faux, en fait. Alors, déjà, les classes de niveau n'existent plus et maintenant depuis longtemps dans les établissements scolaires ordinaires. Il y a un endroit quand même où il y a encore des classes de niveau, on pourrait dire c'est dans les classes préparatoires. Les élèves qui rentrent dans les classes préparatoires sont tous excellents. C'est même la condition sine qua non pour pouvoir rentrer dans les classes préparatoires aux grandes écoles. Mais en fait, les élèves ont beau tous être excellents, demander aux collègues qui enseignent dans les classes préparatoires, il n'empêche que ces classes sont également hétérogènes. Parce que justement, elles reflètent, celle-là, comme les autres, la diversité la diversité humaine. Donc, il n'y a de classe qu'hétérogène, je pense. Évidemment, la diversité des profils est plus ou moins marquée. Alors, cette diversité, cette caractéristique fait de la classe un lieu, je crois, de tension extrême. D'abord, bien sûr, à cause de l'hétérogénéité dont je viens de parler, mais qui se heurte finalement à d'autres éléments. La lourdeur des effectifs. Nous sommes tous dans des classes où les effectifs sont lourds. Nous sommes tous en train de recevoir les DAG. Les DAG sont au rabais en termes d'heures. Dans le collège où j'enseigne, toutes les classes seront entre 28 et 30 l'année prochaine. Donc, lourdeur des effectifs qui vient heurter l'hétérogénéité, la lourdeur, la densité des programmes qui vient mettre son poids supplémentaire, l'enchâssement des multitâches de l'enseignant. Hein, vous connaissez tous cette expression qui nous vient de Dominique Bucheton. Cet agenda de multitâches que nous avons à mener entraîne une charge mentale importante pour nous. Et puis, quand on met tous ces éléments ensemble, hétérogénéité, lourdeur des effectifs, densité des programmes, multitâches, on a un sentiment d'émiettement, de course folle après le temps, une impression parfois d'inefficacité. Et l'idée souvent désagréable quand on se retourne un petit peu en arrière, quand on regarde au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout d'une période de 6 semaines, on se dit mais où est donc passé Charlie? Charlie, c'est notre élève à besoins éducatifs particuliers, c'est un élève parmi d'autres. Où est passé Charlie? Où est passé Sophia? Où est passé Ewen? Où est passé Kenza? Où sont passés nos élèves dans ce que l'on pourrait qualifier de situation lourde à gérer.
lourdes à gérer, ce qui entraîne d'ailleurs parfois de l'inconfort, souvent de l'inconfort, parfois de l'épuisement. Donc oui, la classe, c'est un lieu de tension. Alors du coup, l'enjeu de la différenciation pédagogique, c'est de répondre à la diversité, bien sûr, des élèves. Que les élèves soient à besoins éducatifs particuliers ou pas. L'idée de base, c'est que tout élève a la capacité d'avancer, de progresser, chacun selon ce qu'il est et ce qu'il peut faire. Et donc, la différenciation pédagogique s'appuie sur ce qu'on appelle un postulat d'éducabilité. Donc, ce postulat, contrairement à ce que l'on croit, ce ne sont pas les pédagogues du XXe siècle qui l'ont mis en avant. Je voudrais que vous fassiez un retour en arrière et que vous pensiez à l'abbé de l'Épée. L'abbé de l'Épée, c'est celui qui a dit que les jeunes sourds aussi pouvaient apprendre à lire et à écrire, et que même avec un handicap auditif, on pouvait accéder à l'éducation, et il a eu l'idée de créer ce qu'on appelle maintenant l'Institut des jeunes sourds. Donc ce postulat d'éducabilité, le fait que chacun peut apprendre et peut progresser, c'est le fondement de la différenciation pédagogique. D'autre part, l'idée de la différenciation pédagogique, c'est aussi de réduire les écarts entre les élèves, de lutter contre l'échec. C'est essayer de se donner les moyens de faire progresser chaque élève. Et là, moi, j'insiste sur un mot qui me tient particulièrement à cœur, c'est le mot de progrès, l'idée de progression. Vous verrez, j'emploie très peu le mot de réussite. Réussir, c'est atteindre un résultat. Je n'aime pas tellement parler de réussite. Je me place bien plus du côté de la dynamique des élèves. Et je crois que la pédagogie différenciée, justement, elle s'intéresse davantage à la dynamique de chaque individu, à sa capacité de progresser plutôt qu'un résultat final. Et notamment pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, quand on sait que les apprentissages sont entravés par un trouble qui parfois les met même dans une situation de handicap, eh bien cette précision autour du progrès me semble essentielle. Je crois qu'il ne s'agit pas de mettre les élèves face à des attendus qu'ils ne peuvent sans doute pas atteindre, mais il s'agit de les mettre dans une dynamique de progrès. Je crois que la pédagogie différenciée, elle relativise les attendus de l'école validiste, l'école qui est là pour que les élèves atteignent un attendu de compétences et où on ne s'intéresse qu'à cet attendu-là en évaluant les élèves sur est-ce qu'ils ont atteint les compétences ou est-ce qu'ils ne les ont pas atteints. Moi, je préfère sortir de l'idée de cette école de la norme et vraiment insister pour le progrès. Et c'est ce que cherche à faire la pédagogie différenciée. En fait, c'est installer l'élève dans un processus de progrès et ceci, bien sûr, pour les mettre dans une meilleure relation à l'école, pour les mettre dans une relation plus dense avec l'enseignant. Donc, le progrès, pour moi, est essentiel, amener chaque élève au maximum de son potentiel, lui faire prendre conscience de sa capacité à progresser est l'un des piliers de pourquoi je me suis dirigée vers la pédagogie différenciée. Alors, une fois que l'on a évoqué finalement les enjeux de la pédagogie différenciée, j'aimerais rassurer tout le monde ici comme je me suis finalement rassurée moi-même. Je crois que dès qu'on entre dans la salle de classe, il n'y a de pédagogie que différenciée, comme dirait Philippe Mérieux. On ne peut pas faire de pédagogie sans faire de différenciation. Dès que l'on prépare un cours, dès que l'on propose deux supports différents à deux élèves différents en fonction de leur chemin d'apprentissage,
on fait de la pédagogie différenciée, on pratique déjà la différenciation. Je crois que ça, nous le faisons tous à des degrés divers d'expertise, mais je crois que même le plus jeune d'entre nous, le moins expérimenté, dès qu'il est dans la classe et qu'il va donner à l'un une explication et à un autre une autre explication, eh bien, il va faire de la pédagogie différenciée. Moi, j'ai envie de dire que nous sommes tous des monsieur Jourdain de la pédagogie différenciée. Nous en faisons parfois sans même le savoir. L'idée de ce webinaire, bien sûr, c'est d'essayer de conscientiser davantage, c'est d'essayer de formaliser davantage pour gagner en expertise sur la pédagogie différenciée. Voilà ce que je pouvais dire sur les enjeux généraux. Merci. Et du coup, donc maintenant qu'on a un peu compris justement ces enjeux, etc., est-ce que tu peux entrer dans le vif du sujet? Bon, on est déjà un peu entré, hein, mais en tout cas, nous aborder un peu plus la définition, ce qu'est la pédagogie, ou ce qu'elle n'est pas, a priori. Donc, je vais commencer par ce qu'elle n'est pas. Quand j'ai entendu parler de la pédagogie différenciée, quand j'ai entendu des inspecteurs évoquer la pédagogie différenciée, j'ai cru, comme beaucoup d'entre nous, qu'il s'agissait de préparer des cours différents pour autant d'élèves différents que nous avions devant nous. Je pense que je faisais fausse route dans cette façon de comprendre la différenciation. Pourquoi? Parce que tout simplement, je crois que c'est de l'ordre de l'utopie de penser qu'on va pouvoir préparer autant de cours différents que nous avons d'élèves différents devant nous. Donc, la différenciation, ça n'est pas de l'individualisation. Et quand je discute avec des collègues dans la salle des profs et que nous parlons différenciation pédagogique, très nombreux sont ceux qui me disent mais Isa, c'est pas possible de préparer des cours différents pour tous les élèves différents. Et ils ont raison, ça n'est pas possible. Nous sommes dans un collectif, nous avons des objectifs commun pour la classe, nous avons un cadre pour la classe, nous avons une temporalité. Donc, c'est impossible de penser que la différenciation, c'est de l'individualisation. Je dis ça parce que cette erreur, finalement, quand on pense que la différenciation, c'est l'individualisation, cette erreur nous amène à ne pas tenter des pratiques différenciées, nous amène à rester dans la classe frontale, dans la classe autobus. Donc, j'aimerais vraiment clarifier cette idée différenciée. Ce n'est pas l'enseignement individuel, ça n'est pas 25 cours particuliers. Je dis ça parce que, notamment, je vois quand j'accompagne des jeunes collègues, je les vois s'épuiser à courir dans la classe, à aller auprès de chaque élève pour donner à l'un, à l'autre. Enfin, ils émiettent leur énergie. Et je crois que à vouloir aider tout le monde en passant par la petite explication individuelle, en fait, on aide personne, ou en tout cas pas grand monde. Peut-être que la petite explication individuelle, à un moment, elle va être utile, mais je défie tous ceux d'entre nous qui sommes auprès des élèves de savoir à un moment précis ce que veut l'élève. Alors, cette idée d'individualisation, elle est très ancrée aussi chez les élèves. Les élèves aiment avoir un dialogue individuel avec le professeur. Il faut répondre à ma question à un moment donné. Et nous savons bien que si nous
tombons dans le piège de l'individualisation, nous allons perdre de vue les objectifs communs, le cadre commun de la classe. Donc, pour moi, la différenciation, ça n'est pas l'individualisation. Une autre idée qui est peut-être plus délicate, c'est que la différenciation, ça n'est pas de l'adaptation. Quand on parle pédagogie différenciée, nous pensons élèves à besoins éducatifs particuliers, nous pensons dispositifs de soutien auprès d'élèves qui ont des besoins particuliers. La pédagogie différenciée, ce n'est pas de l'adaptation. L'adaptation n'est pas une approche globale pour toute la classe. C'est une réponse spécifique pour un besoin particulier à un moment précis. Par exemple, une adaptation pour un élève qui a un trouble du langage écrit, ça sera de lui faire lire le texte avec une règle de lecture. Là, on sera sur une adaptation. Pour un élève qui a un TDAH, on va favoriser le document à lire sans illustration. On lui donnera la possibilité de se déplacer plusieurs fois dans la classe pendant la séance. Pour un élève malade avec une fatigue importante qui vient un petit peu en pointillé en classe, on va éviter les exercices trop longs, on va réduire la quantité, on évitera le test en fin d'heure, on prévoira un moment d'activité tranquille. Ça, c'est de l'adaptation. Mais la pédagogie différenciée, c'est une approche pour toute la classe, autant pour les élèves à besoins éducatifs particuliers que pour les élèves en difficulté, que pour les élèves lambda et que pour les élèves qui sont les plus avancés. Donc, on est bien sur une approche globale de la classe pour répondre à l'hétérogénéité de la classe et il ne s'agit pas d'un dispositif a priori ou a posteriori pour certains profils d'élèves. Alors, ça, c'est ce que la pédagogie différenciée n'est pas. Ça n'est pas de l'individualisation, ça n'est pas de l'adaptation. Donc, qu'est-ce que c'est ? Je vous livre la définition de ce qu'est la différenciation, avec l'idée que cette définition nous donne des appuis pour construire ensuite nos séances en classe. Donc, il y a eu plusieurs tentatives pour définir la pédagogie différenciée. Nous avons de grands pédagogues en France, Mérieux, Perrenou, qui ont donné des définitions. Il se trouve qu'il y a 3 ans, le CNESCO, donc le Conseil national des scolaires, a mis en place une conférence de consensus sur la différenciation pédagogique et on est arrivé à une définition sur laquelle tout le monde s'accorde à peu près aujourd'hui. Donc, la pédagogie différenciée, pour le plus grand nombre, c'est une démarche, d'abord et avant tout, une démarche qui cherche à mettre en œuvre un ensemble diversifié de moyens et de procédures. L'idée de variation, de diversification est importante. Et cette démarche, elle est là pour permettre à des élèves d'atteindre par des voies différentes des objectifs communs. Donc, à la fois, on a cette idée de démarche collective, on a une idée d'un cadre très souple où l'on va varier les processus, les contenus, les productions, les stratégies, pour que les élèves puissent travailler selon leur propre itinéraire d'appropriation. Donc, différencier, pour dire autrement, c'est rompre avec la pédagogie frontale où on va faire la même leçon et les mêmes exercices pour tout le monde et où on va répéter séance après séance, séquence après séquence, les mêmes situations d'apprentissage sans jamais
sans jamais les varier. Finalement, je crois que la pédagogie différentielle permet d'inverser l'idée qu'on se fait du travail collectif en classe. En fait, quand on fait du travail collectif en classe sans différencier, on a une tâche que les élèves les moins avancés, d'ailleurs, ne finissent jamais, alors que dans la pédagogie différenciée, on va proposer des situations afin que tout le monde puisse progresser, apprendre au travers d'activités en autonomie pour ceux qui sont les plus avancés. Alors, ces activités en autonomie, on les aura prévues, préparées en amont. Il s'agira parfois d'approfondir un exercice, d'écrire un texte libre qu'on va présenter à la classe, d'effectuer des recherches pour un exposé à venir, de mémoriser une leçon, de préparer une fiche méthodologique que l'on vient de présenter à la classe. En fait, le cadre est souple et c'est ce qui va permettre à chacun de faire son cheminement. Du coup, je crois que la pédagogie différenciée, c'est la modalité d'inclusion par excellence parce que chacun va pouvoir y trouver son propre itinéraire. Ça, c'est la généralité. Pour l'instant, j'ai parlé de généralité sur la différenciation pédagogique et maintenant, dans la partie qui va suivre, je vais tenter de vous livrer la vision que j'en ai et pas seulement la vision, mais aussi la pratique que j'en ai dans la classe. Alors évidemment, je vais beaucoup parler de français et de collège, parce que je suis professeure de français, de latin et de grec au collège. Mais je crois que cette vision et cette pratique peut être transférable à toutes les disciplines et puis bien sûr transférable sur l'école élémentaire et puis sur le lycée. Donc on va passer, si vous le voulez bien, de la théorie à la pratique. Donc, comment j'ai fait pour en venir à la différenciation pédagogique? D'abord, je me suis appuyée sur 3 leviers qui, me semble-t-il, sont fondamentaux. En tout cas, ces leviers sont fondamentaux pour moi. Encore une fois, je n'ai pas la prétention de donner un modèle. Je livre ma vision et ma pratique. Donc, premier levier, être au clair. Être au clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour mettre en place la pédagogie différenciée, je pense qu'il faut être au clair avec sa discipline, avec les obstacles inhérents à sa discipline. Pourquoi? Parce que j'entends souvent les collègues dire « Ah, mais c'est facile, comment ça se fait qu'ils réussissent pas ?» Mais en fait, non, rien n'est facile. En fait, ce qui rend facile la notion, c'est la familiarité que l'on a avec elle, c'est la proximité qu'on a avec la notion. Par exemple, pour moi, le fonctionnement d'une langue à flexion, c'est-à-dire les déclinaisons en latin et en grec ancien, c'est facile. Oui, ça fait un certain nombre de décennies que j'ai une familiarité avec les déclinaisons. Maintenant, si je vous présente à vous qui êtes là aujourd'hui le concept de déclinaison, et je pense à ceux qui n'ont jamais fait de latin ou de grec ancien, je ne pense pas que vous trouviez la notion facile. Au contraire, c'est une notion très difficile parce qu'il faut déconstruire une notion qui est spécifique à notre langue maternelle, qui est spécifique au fonctionnement du français. En français, ce n'est pas la terminaison des mots qui marque la fonction, mais l'ordre des mots dans la phrase. Or, en latin, et en grec ancien, on n'est pas du tout sur ce fonctionnement-là. Donc oui, les déclinaisons, c'est facile, réciter Dominus, c'est facile, mais le fonctionnement de la déclinaison dans la langue, non, ça n'est pas facile. Donc, ce que nous enseignons aux élèves
comportent des obstacles. Et je crois qu'il faut qu'on soit très au clair avec ces obstacles-là. Donc, les obstacles de notre discipline et puis aussi les obstacles de la didactique de notre discipline. Ensuite, être au clair avec les obstacles de l'élève. Les obstacles chez les élèves peuvent être nombreux. Donc, on pense à des obstacles langagiers, donc des élèves qui ne possèdent pas, pour des raisons diverses, on va dire la littératie scolaire. Donc, des obstacles langagiers, ça peut être des obstacles sociaux, ça peut être des obstacles cognitifs, ça peut être des obstacles psycho-affectifs. Et donc, nous devons être au clair avec ces obstacles-là. Si je prends par exemple un élève qui éprouve un conflit de loyauté entre sa famille, ce qu'il apprend dans sa famille et puis ce qu'il apprend au collège, eh bien, cet élève-là n'est pas disponible pour ce que nous apprenons au collège. Et il faudra avant tout clarifier la situation. Donc, si en tant qu'enseignant, je n'ai pas compris ce conflit de loyauté, si je ne suis pas au courant, quoi que je fasse dans la classe, je n'y arriverai pas. Donc, s'informer sur les élèves, observer leurs difficultés, hein, l'observation, bien sûr, des élèves, me semble être un levier fondamental. C'est ça que j'appelle être au clair. Et j'ai envie de dire qu'on ne peut pas mettre en place de la pédagogie différenciée le 3 septembre à la rentrée. Ça me semble difficile. Je pense que les premières semaines peuvent être plutôt un moment d'évaluation diagnostique, d'observation des difficultés, des points d'appui des élèves et que ensuite, et seulement quand ce travail d'observation, de prise d'information aura été fait, on pourra être plus à même de proposer des situations d'apprentissage, des stratégies qui correspondent aux besoins de chacun. Donc, c'est ce que j'appelle être au clair. Le deuxième incontournable, je sais que ça va peut-être faire grincer les dents, c'est ce que j'appelle le trop et l'ennemi du bien. Faire le deuil de l'exhaustivité, s'autoriser à survoler un chapitre, épurer, aller aux essentiels, remplacer la quantité par la qualité, s'autoriser à aller très vite sur un chapitre du programme, je l'assume. Je l'assume complètement et nous sommes tous devant des programmes très denses, très lourds. Je dis chapeau, je dis respect à tous les collègues qui sont capables de tout faire. Moi, je m'autorise à aller chercher du temps parce que la pédagogie différenciée demande du temps. Je m'autorise à aller chercher le temps dont j'ai besoin pour aider les élèves dans le fait de survoler ou d'aller très vite sur certaines notions. En même temps, ce choix assumé, on ne me l'a jamais reproché dans aucun rendez-vous de carrière, visite d'inspection. Je pense que se dire « Ah non, mais l'inspecteur ou l'inspectrice ne sera pas d'accord, c'est tout simplement impossible ». Oui, je pense qu'on peut tomber sur des cadres qui peuvent avoir ce discours-là, mais aujourd'hui, véritablement, la plupart de nos supérieurs hiérarchiques et notamment les inspecteurs pédagogiques sont là d'abord pour voir comment nous mettons les élèves au travail et beaucoup moins pour juger de la quantité de programmes qui aura été vu. Alors évidemment, dans les classes à examen, c'est plus difficile, mais il n'y a pas que les classes à examen. Ensuite, le dernier levier important, essentiel pour moi, peut-être le plus essentiel, c'est la mise en place d'un pacte de confiance intrapersonnel et interpersonnel entre l'enseignant et lui-même et puis entre l'enseignant et puis les élèves.
pour faire de la pédagogie différenciée, il faut d'abord et avant tout avoir confiance en soi, en ses choix didactiques. Et il faut avoir suffisamment de confiance en soi pour pouvoir se libérer de la gestion collective de la classe, d'être dans le surcontrôle en ayant peur justement de perdre le contrôle. Il faut avoir suffisamment de confiance pour se dire je vais laisser des élèves en autonomie. Ce n'est pas parce que des élèves parlent entre eux ou font du bruit que je suis un mauvais prof, que je ne maîtrise pas les apprentissages. Je pense que voilà, l'idée de la perte de contrôle est un frein peut-être à la différenciation pédagogique. Donc la confiance en soi, dans ce que l'on sait faire en tant qu'artisan de la classe est essentielle. Après, un autre niveau de confiance, c'est celui que l'élève a dans l'enseignant pour organiser le travail, pour inscrire les activités dans un cadre. Il faut que l'élève ait confiance dans l'enseignant avec l'idée que oui, il a le droit de tâtonner, oui, il a le droit de faire des erreurs, oui, les erreurs sont utiles. Non, les erreurs ne seront pas sanctionnées par une mauvaise note. Oui, la parole est accueillie. Donc ça me paraît très, très important, cette idée d'installer de la confiance entre les élèves et l'enseignant. Et il faut aussi que l'enseignant ait confiance dans les élèves. Ils sont capables de faire, ils sont capables de travailler, ils sont capables de comprendre, ils sont capables d'apprendre, même s'il y a du bruit, même s'il y a des rires, même s'il y a des balancements de chaises. Donc, ne pas tomber dans du surcontrôle, dans de la gestion autoritaire, ça ne va pas non plus avec la différenciation pédagogique. On parlera peut-être dans le chat de la relation pour le coup individuelle, affective à construire avec les élèves pour être capable justement de recevoir leur confiance et de pouvoir donner de la confiance. Donc être au clair, le pacte avec les élèves, le trop est l'ennemi du bien, voilà d'abord mes trois principes pour installer de la pédagogie différenciée. Alors ensuite, la différenciation, je la conçois comme deux modes de mise en œuvre. Le premier mode, c'est la différenciation successive. Ça veut dire que au cours de la séance ou au cours de la séquence, je vais alterner différents outils, différentes situations d'apprentissage pour les élèves. Ça, je crois que nous le faisons tous, en fait, cette différenciation successive. Parfois, notre séance est consacrée à de la recherche. On fait une démarche d'investigation. Parfois, on peut avoir une approche par modélisation quand on a une notion un petit peu plus résistante. Je crois que nous avons tous suffisamment de souplesse pour proposer cette différenciation successive. C'est l'histoire de Monsieur Jourdain qui fait la différenciation sans le savoir. Ce qui est plus délicat, c'est la différenciation simultanée, c'est-à-dire quand on va vouloir faire travailler en même temps les élèves, mais avec des activités diverses. Donc, si je reviens sur la différenciation successive, au cours de la séance ou au cours de la séquence, on peut varier les approches, on peut varier les stratégies d'interaction entre les élèves. Parfois, on peut être dans du travail de groupe, parfois on va être dans du collectif classe, parfois on va être dans du travail individuel. On va proposer des situations d'apprentissage différentes. On peut aussi changer de lieu. On peut imaginer qu'on va aller travailler au CDI, on va aller travailler dans la salle informatique. Il m'est arrivé de faire des cours dehors. On va jouer également sur le temps. Donc, en fait, la différenciation successive, ce qu'elle nous demande,
surtout, c'est de la créativité. C'est imaginer des processus, des démarches variées. Mais je crois que ça, c'est le quotidien de notre travail. La différenciation simultanée pendant une séance, elle est plus délicate à mettre en place, et peut-être le niveau le plus expert de ce qu'on appelle la différenciation pédagogique, c'est la capacité du professeur à constituer des groupes dans la classe. Alors, des groupes, j'ai mis homogènes sur la diapo, mais ça pourrait être d'autres types de groupes. Là, ce que je vous montre là, c'est un exemple de ce que je fais. Je peux commencer une séance par des questions-réponses pour me faire une petite évaluation diagnostique de qui est à l'aise sur quoi, qui a des points d'appui, qui au contraire a des difficultés. Et puis, au vu de cette mini-évaluation diagnostique, ça peut être un quiz, hein, ça peut être une petite séance organisée avec Plickers, par exemple. Je vais constituer dans la classe 3 groupes homogènes. Donc, le groupe A, un groupe auquel je vais donner un étayage très fort. C'est le groupe que je vais guider de façon très serrée. Je vais leur proposer de la métacognition. J'ai beaucoup insisté sur comment est-ce que tu as fait pour arriver à ça, ou montre-moi dans l'exercice là où là où ça bloque. Ce groupe avec étayage fort, par exemple, ça peut être aussi un moment où je vais montrer comment je fais. Je vais me poser en modèle et je vais dire à haute voix ce qui se passe dans ma tête pour résoudre l'exercice. Dans ce groupe-là, je vais faire de la rétroaction aussi proche que possible de mes élèves, c'est-à-dire que dès qu'ils seront dans du positif, je serai dans la réassurance, vas-y, continue, c'est bien, ou s'il y a une erreur, attention, regarde, là tu t'es trompé, regarde où tu t'es trompé, regarde pourquoi tu t'es trompé. Donc l'idée d'être avec ce groupe, de rester à côté d'eux, est pour leur donner un soutien, un guidage très fort. Que font les autres pendant ce temps-là? Alors, je vais avoir le groupe B, donc des élèves qui vont avoir un plan de travail. D'ailleurs, ça peut être plusieurs plans de travail différents. Les élèves vont s'auto-déterminer, les élèves vont faire un parcours dans leur plan de travail. Je peux proposer 2 ou 3 voies différentes pour aller à l'objectif final de la séance. Les élèves peuvent s'aider, ils peuvent coopérer, ils peuvent avoir des rôles d'explication, des rôles de verbalisation. Donc, ce groupe-là est en autonomie, d'où l'intérêt d'avoir d'abord construit ce pacte de confiance. Si je n'ai pas construit le pacte de confiance, je ne peux pas laisser le groupe en autonomie. Donc, je reviens vraiment sur ce pacte à construire avec les élèves. Et puis, le groupe C, ce sont les élèves les plus avancés. Ce sont les élèves, nous en avons tous dans notre classe, qui, au bout de 5 minutes, ont déjà tout compris, pour lesquels les exercices d'application ou de découverte guidée n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc, dans ce groupe-là, je serai sur des défis, sur des exercices plus complexes. Certains d'entre eux aiment bien tutorer, sont d'accord pour tutorer, et je peux créer du lien entre le groupe B et le groupe C avec du tutorat. Et puis, il m'arrive aussi de terminer la séance par un moment de mise en commun, de mémorisation active. Et là encore, ce moment de mémorisation active va pouvoir se faire de façon différenciée selon les uns et les autres. Pour les plus avancés, ça peut être la préparation d'un quiz. Pour d'autres, ça peut être un moment où ils vont dire ce qu'ils ont compris à l'oral. Donc,
on peut être même sur le moment de mise en commun sur des modalités différentes. Donc voilà comment j'organise dans la classe la différenciation entre les élèves. Alors, évidemment, quand on a la chance d'avoir du mobilier mobile, on peut se dire que l'aménagement de la classe sera au service de la différenciation. Un groupe autour de la table d'appui avec l'enseignant, 4-5 tables avec 4-5 élèves, des groupes en binôme, des groupes plus nombreux. Tout est possible. Je crois qu'il ne faut rien, il ne faut rien s'interdire, en fait. En tout cas, moi, je ne m'interdis rien. Il m'arrive parfois, quand j'ai envie d'être dans plus d'individualisation, parce que ça m'arrive aussi, il m'arrive parfois de mettre mon bureau au centre de la classe. Et je deviens personne ressource pour tous les élèves qui peuvent venir discuter avec moi de tel ou tel point de la leçon, des exercices. Et il m'arrive de faire des séances d'individualisation dans la différenciation pédagogique. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait d'ailleurs ce matin avec mes élèves de latin. Alors, pour les EBEP, et puis je vais finir là-dessus, l'idée c'est qu'on peut articuler différenciation et adaptation. Dans la démarche globale de différenciation, on va pouvoir mettre en place des adaptations, on va pouvoir mettre en place des supports adaptés. Par exemple, j'ai un élève non scripteur ou peu scripteur, je vais utiliser du lignage Gurvan. Ça, c'est de l'adaptation. J'ai un élève, je pense à un lecteur précaire, je vais utiliser une règle de lecture. Ce matin, dans ma classe, j'ai un élève dyspraxique très sévère, il a utilisé son ordinateur. Je peux adapter la production que je demande à mes élèves. Pour un EBEC qui est vraiment en scripteur très précaire, je vais lui donner la possibilité de faire une production à l'oral, il pourra s'enregistrer pour me transmettre son exercice ou sa production. Adapter la quantité. Donc voilà, les adaptations sont possibles au cœur de la différenciation. Donc on peut articuler les deux. Pour finir, et avant de passer au chat, je voudrais dire que la pédagogie différenciée, moi je la vois vraiment comme un point d'appui pour répondre à l'hétérogénéité des élèves. D'ailleurs, je ne sais pas comment on peut répondre à cette diversité sans passer par la différenciation pédagogique. Et plutôt que de faire de l'hétérogénéité un obstacle, moi je préfère en faire un point d'appui au progrès de tous, mais c'est aussi parce que je mets en avant toute chose, l'idée de l'éducabilité au sens que chaque élève est capable de progresser. Et le pas de côté que je m'autorise, c'est en fait la possibilité de dégager du temps pour ceux qui en ont le plus besoin. Donc, par exemple, je vais sortir du concept d'égalité où je vais donner la même chose à tous les élèves en ce moment, en même temps. Donc non, je vais donner plus de temps, plus d'attention à certains élèves. Je vais aussi permettre à plus d'élèves de gagner en autonomie. Je vais tout le temps revenir avec eux, je reviens tout le temps avec eux sur cette idée du pacte de confiance, de travail en autonomie pour grandir. En fait, j'essaie de faire grandir les élèves. Et puis, je tente aussi de permettre aux plus avancés
d'aller plus loin en complexifiant, en les motivant par des challenges, par des défis. Donc, l'hétérogénéité, j'en fais un atout, et c'est vraiment sur cette idée, j'en fais un atout pour répondre du mieux que je peux, et en étant modeste, et pas toujours d'ailleurs avec des réussites, mais l'idée d'aider le plus grand nombre d'élèves possible à exploiter le potentiel de chacun. Voilà, alors j'espère que ce petit exposé a été clair d'abord pour vous, et puis évidemment maintenant je peux répondre à toutes les questions. Alors, il y a eu pas mal de questions, de remarques, de oui, je suis tout à fait d'accord, etc. Donc, a priori, c'est plutôt pas mal. D'abord, il y a eu des petites questions très rapides auxquelles répondre, je pense, sur c'est quoi une table d'aide et une table d'appui. D'accord. Alors, la table d'appui, c'est un dispositif de soutien pour des élèves pendant la classe. C'est le professeur est auprès des élèves avec 4 ou 5 élèves et dans une démarche de métacognition, c'est-à-dire pose des questions aux élèves sur leur façon de faire, les aide à verbaliser le cheminement de la pensée, le cheminement cognitif, aide à verbaliser comment ils font pour. Donc, à la fois, c'est utile pour l'élève qui verbalise, parce que la verbalisation entraîne une meilleure mémorisation de la stratégie. Et puis, c'est utile pour les élèves qui vont être dans l'écoute parce qu'ils peuvent voir ainsi comment on peut débloquer une situation sur laquelle ils ne parvenaient pas à avancer. Donc, voilà ce qu'on appelle la table d'appui. C'est un dispositif de soutien qui utilise la métacognition auprès des élèves. D'accord. Et une question sur comment expliquer, comment justifier le fait de faire 3 groupes en classe. Comment on explique ça dans la classe aux élèves, comment ils le prennent? Alors, là, on est sur la sensibilisation à la différence. J'ai envie de dire ça comme ça. Donc, la sensibilisation à la différence, c'est l'idée par des jeux, par des vidéos, par des petits ateliers philo, de montrer que tout le monde ne progresse pas au même rythme, que tout le monde n'a pas la même façon de faire, et qu'il peut être utile à un moment d'être en groupe pour pouvoir progresser davantage. Alors, il y a un risque à cela, c'est l'idée que les élèves se retrouvent toujours dans les mêmes groupes. Le groupe de ceux qui sont avec le professeur pour cet TTH très fort, le groupe de ceux qui sont en autonomie, puis le groupe des plus avancés. Mais on est en différenciation pédagogique. Ce que je vous ai montré là, cette séance où je fais 3 groupes homogènes, je ne la fais pas à toutes les séances, et il m'arrive aussi de faire des groupes hétérogènes. Et donc, dans ce cas-là, quand je vais mettre les élèves en groupe hétérogène, chacun aura un rôle spécifique. Là, je n'ai rien inventé, hein. Je m'inspire beaucoup de la coopération, de ce que Sylvain Connac, qui est un petit peu notre maître à tous pour la coopération, nous montre pour pouvoir organiser la coopération dans des groupes hétérogènes. Donc, je ne fais pas que des groupes homogènes. Il m'arrive de faire des groupes hétérogènes, et puis il m'arrive aussi de ne pas faire de travail de groupe, d'être dans des séances de révision de production écrite entre 2 élèves, d'être dans des binômes, ou alors il m'arrive de faire du collectif. Il m'arrive aussi d'être parfois dans du frontal avec les élèves. C'est l'intérêt de la différenciation pédagogique. Selon la notion
que l'on veut faire comprendre, selon le concept que l'on veut construire avec les élèves, on va choisir telle ou telle situation, telle ou telle stratégie. Et du coup, cette différenciation qu'il a est de l'ordre de la différenciation successive, alternée, elle permet aussi de soutenir la motivation des élèves. On sait que parfois les élèves s'ennuient parce qu'il y a une reproduction jour après jour de la même façon de faire. Donc, varier, diversifier, c'est aussi soutenir l'intérêt, c'est piquer la curiosité, c'est capter l'attention. On pourrait faire un webinaire sur l'attention des élèves. Comment est-ce qu'on fait? Donc, la variété n'étant qu'un des leviers sur lesquels on peut appuyer, bien sûr, pour l'attention, mais c'en est un. Et du coup, alors là, c'est une question très actuelle. Comment mettre en place cette différenciation en ligne, enfin, sur les cours à distance est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible de mettre en place de la différenciation lors de la continuité pédagogique, certainement de façon moins fine que quand nous sommes en classe avec nos élèves, mais varier la quantité de travail, varier le type de travail que l'on donne, varier surtout les productions demandées, varier la rétroaction que l'on peut faire auprès des élèves, c'est possible dans la différenciation pédagogique. Et encore une fois, dans la continuité pédagogique, imaginons que j'ai 3 cours à distance dans la semaine avec les élèves, je peux faire de la différenciation successive, ne pas être toujours sur le même schéma de cours. Je veux dire, il faut vraiment penser à cette idée de différenciation en tant qu'alternance de stratégies, d'alternance de situations. La différenciation n'est pas toujours massée. Il ne faut pas la voir comme un moment où, il ne faut pas seulement la voir comme un moment où les élèves vont être attelés à des tâches différentes en même temps. Ça, c'est un des modes de la différenciation pédagogique. Ce n'est pas l'unique mode. D'accord. Et il y a eu pas mal d'échanges aussi sur les classes coopératives ou les classes mutuelles. Apparemment, c'est assez proche de ce que tu nous présentais. Donc, est-ce que tu es d'accord avec ça? Enfin, voilà, il y a eu beaucoup de choses là-dessus. Oui, bien sûr. Je pense que dans la classe coopérative où on va inciter les élèves à coopérer entre eux à des moments donnés, peut être une des situations d'apprentissage de la différenciation pédagogique. C'est-à-dire qu'à un moment, dans ma séquence de travail qui va durer 3 semaines avec les élèves, je peux être sur 3 ou 4 séances où je vais faire travailler les uns avec les autres en leur demandant de coopérer, en donnant des rôles très précis et bien expliqués à chacun d'entre eux. Donc, il ne faut pas hésiter, Faustine, à inviter Sylvain Connac pour un webinaire parce que je crois qu'il saura beaucoup mieux que moi expliquer ce que c'est la pédagogie de coopération. Mais oui, la pédagogie de coopération peut-être un des volets de la différenciation pédagogique. D'accord. Et on a eu une petite demande de précision sur la différence entre aménagement, adaptation et différenciation. Alors, la différenciation, c'est une démarche globale pour la classe, pour tous les élèves, pas seulement les élèves à besoins éducatifs particuliers. Et c'est là où il y a beaucoup de confusion dans le vocabulaire. C'est pour ça que j'ai fait toute cette première partie en revenant sur ce qu'était la pédagogie différenciée et ce que ça n'était pas. La pédagogie différenciée, c'est pas les adaptations. Les adaptations, c'est diminuer la quantité de travail, c'est permettre à un élève de rendre un travail à l'oral
alors que d'autres vont rendre le travail à l'écrit. Ça, c'est de l'adaptation. L'aménagement, quand on parle d'aménagement, encore une fois, beaucoup de collègues, mais pas seulement les collègues, hein, beaucoup d'enseignants, même spécialisés, utilisent indifféremment différenciation, adaptation, aménagement. Pour moi, l'aménagement concerne l'environnement de l'élève. Par exemple, un élève TDAH, je vais aménager son environnement en lui mettant un petit paravent autour de sa table pour qu'il soit plus tranquille, pour qu'il ait moins de distracteurs. Ou alors, je vais aménager le texte qu'il a à lire en enlevant, par exemple, les illustrations, parce que ça risque d'amoindrir sa qualité d'attention. Donc, l'aménagement consiste davantage, touche davantage l'environnement, les adaptations davantage le contenu, et la différenciation, ça n'est pas pour les élèves à besoin éducatif particulier, c'est pour toute la classe. D'accord. Et peut-être une dernière toute petite question, mais je pense qu'elle est trop longue pour, pour y répondre tout de suite. C'est sur les outils que tu utilises en classe, justement, pour toute cette différenciation, même l'adaptation, etc. On a eu des suggestions là sur les BRNE, avec notamment Tacléo, qui est disponible gratuitement. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a des outils que tu utilises particulièrement? Alors là, c'est là qu'on est très aidé par le numérique, bien sûr. Je vais donner deux, trois exemples rapides. Pour les élèves qui ont une faible mémoire de travail, c'est-à-dire un empamnésique limité, le fait de ne pas pouvoir garder en mémoire des informations comme la consigne, le temps alloué, etc. Mais je vais utiliser Classroom Scream qui me permet de projeter sur le tableau un petit sablier qui montre le temps qui passe, l'heure de début, l'heure de fin, qui me permet de détailler la consigne. Et ça, je l'utilise beaucoup parce que, évidemment, dans le temps de la classe, nous donnons beaucoup de consignes à l'oral et les élèves qui ont un faible empamnésique sont tout de suite perdus parce qu'ils ne gardent pas en mémoire cette consigne. Donc, le fait de pouvoir garder sur le tableau avec cette application les différents paramètres de la consigne donnée, ça, c'est très utile. Un autre exemple, du coup, je vais citer Sondo. Nous travaillons parfois avec les manuels papier, parfois avec des manuels numériques. Ce que Sondo permet de faire, c'est d'avoir une version orale du manuel scolaire. Et donc là, pour des élèves lecteurs précaires, parfois des élèves en situation d'illettrisme pour certains, pour diverses raisons, des élèves qui n'ont pas encore fini d'apprendre à lire quand ils arrivent au collège, de pouvoir bénéficier de la version audio des manuels scolaires, c'est un atout. Donc oui, Sondo, c'est un appui sur lequel nous pouvons nous appuyer, un appui numérique. Donc, le numérique vient à l'aide pour les adaptations pédagogiques, bien évidemment. Très bien, je crois qu'on a un peu dépassé l'heure et qu'on a répondu à la plupart des questions. Du coup, merci beaucoup parce que c'est vraiment passionnant. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi vu les commentaires. Du coup, je vais vous envoyer le replay à ceux qui n'ont pas pu assister. Comme ça, vous pourrez tout réécouter parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations. Donc, je pense qu'il faut, il faut y revenir pour tout intégrer. J'en profite pour ajouter que du coup, on a d'autres webinaires de prévus dans le cadre de ce cycle sur l'accueil des EBEP. Donc, le prochain sera en février. Ce sera Laetitia Branciard qui fait partie de la FF10 et qui nous parlera des livres disponibles
pour les disques, donc des livres accessibles aux disques, que ce soit en version papier ou numérique. Ensuite, en mars, on aura 2 webinaires. Le premier, ce sera 2 AESH d'un collège du côté de Lyon qui ont mis en place tout un programme de sensibilisation au handicap. Donc, c'est hyper intéressant aussi. On aura aussi Corinne Truffier, que j'ai vu passer tout à l'heure dans les commentaires, qui elle interviendra sur, enfin, qui proposera une sorte de petit atelier sur, qui s'appelle Vie ma vie 10. Donc là, on est dans de la mise en situation. C'était pareil, très, très intéressant et on en a plein d'autres à venir. J'ai eu des demandes sur comment intégrer les élèves allophones, comment les inclure plutôt. Voilà, il y a plein de choses à venir, donc je vous enverrai ça dans le mail récapitulatif. Et puis n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des demandes, si vous avez envie d'intervenir aussi. Et voilà. Donc, merci à tous et puis bon courage pour les semaines à venir qui s'annoncent encore bien compliquées. Merci, et merci un peu à toi. Merci à tous. Merci d'avoir été là. Je vous retrouve soit dans la vraie vie, pour tous ceux que je connais, dont je partage le quotidien. Vraiment, merci du fond du cœur et puis à bientôt sur Twitter. Au revoir tout le monde. Au revoir.